il est quelque part ici, donc je vais le noter comme ça. Ça, c'est l'air. Et ce qu'on a ici, dans cette partie, c'est l'eau. Là, il y a l'eau. Or, le rayon lumineux, il arrive dans cette direction, vers l'interface. Alors, je vais mettre ici N2, ça veut dire le diamant. Là, on a, on va écrire en bas. Là, on a N2. Ici, c'est N1. Et là, c'est N0. Donc, le rayon lumineux arrive sur l'interface au diamant. Alors, on nous dit, on néglige l'épaisseur des parois de la cuve. La première question, calculer la vitesse de phase de la lumière dans l'air, l'eau et le diamant. La première question, c'est un simple calcul de la vitesse de phase. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler l'expression de la vitesse de phase? V phi, elle est égale à quoi? Oui, c'est C sur N. Donc, d'une manière générale, c'est la célérité de la lumière dans le vide divisé par l'indice optique. Alors, puisqu'on a trois indices, donc on va prendre pour N0 égale à 1, on a V phi de 0 égale C égale 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc la vitesse de la lumière dans l'air, elle est presque égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pour N1 égale 1,33, on aura V phi 1 égale C sur N1. Donc égal à 3 fois 10 à la puissance 8 sur 1,33. Ce qui donne, vous faites l'application numérique, vous trouverez combien? V phi 1 égale, vous allez trouver c'est 2,25 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Oui, merci mademoiselle Kautsar. Pour la troisième, ça sera N2 égale 2,78. Donc, la vitesse de phase V phi 2, elle est égale à C sur N2. Ça sera cette fois-ci 3 sur 2,78 fois 10 à la puissance 8. Donc, V phi 2, elle est égale 3 divisé par 2,78, ça donne 1,07. Oui, 1, donc disons 0,8 parce qu'on a 0,79. Donc ça sera 1,08 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc voilà les trois vitesses dans les trois milieux. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question.
Donc pour la deuxième question, calculer les angles de réflexion et de réfraction sur les différentes interfaces. Donc, première chose, au niveau de l'interface au diamant, quels sont les phénomènes qu'on va remarquer? C'est une question pour tout le monde. Donc, on a un rayon lumineux qui arrive, oui. On aura la réfraction et la réflexion. Quel type de réflexion, mademoiselle Zineb? Partielle, oui. Donc, on aura une réflexion partielle. Pourquoi? Oui, parce que N1 il est inférieur à N2. Ça veut dire qu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Donc, pour tracer ce qui se passe, pour calculer les angles de réfraction, on doit calculer l'angle d'incidence. Donc, je vais tracer d'abord la normale ici. Voilà votre normale. Ça, c'est l'angle d'incidence I. Et on doit déterminer l'angle de réflexion partielle. Alors, pour la réflexion partielle, je vais prendre un tracé avec une épaisseur plus fine pour dire qu'il s'agit d'une réflexion partielle. Voilà. Ça, c'est le rayon réfléchi. On doit déterminer le R ici. Là, le I'. OK. L'angle de réflexion. Et on doit aussi déterminer l'angle de réfraction ici. Voilà, le R. Donc, on doit calculer I et R. Or, pour le calcul de I, donc pour I, là, pour le calcul de I', pour I', qu'est-ce qu'on a? Quelle loi on va utiliser? La deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Donc la deuxième loi de Snell-Descartes, M. Descartes, M. Yao Samuel, c'est Descartes, pour la réflexion. Oui. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'angle d'incidence, il est égal à l'angle de réflexion en valeur absolue. Donc il nous dit que I, elle est égale à moins I'. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est calculer I. C'est déterminer la valeur de I. Alors, pour déterminer la valeur de I, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va faire? En n'oubliant pas qu'on connaît la valeur de cet angle. Cet angle, c'est 50 degrés. Alors, pour déterminer la valeur de I, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, Pythagore. Est-ce que c'est nécessaire? Il suffit de déterminer la valeur de cet angle. Donc, si on a ici 50 degrés, donc j'aurai ici 40 degrés. 90 moins 50 égale cet angle. OK? Donc, j'aurai donc ici 40 degrés. Et si j'ai ici 40 degrés, ça veut dire ici, j'ai 40 degrés. Ce qui me permet d'obtenir que I, elle est égale à 50 degrés.
Non, c'est pas 40, c'est 50. Vous avez la somme des angles dans le triangle, c'est 180. Donc, 180 moins 90 moins 50, ça donne 40 degrés ici. Je parle de cet angle. Donc, ces deux, le support le rayon incident avec l'interface R diamant, ils sont parallèles. Ça veut dire que cet angle, il est égal à celui-là. Donc, on a ici 40 degrés. Et I plus 40 degrés égale 90. Donc, I, elle est égale à 50 degrés. C'est clair, mademoiselle Slaoui? OK. Donc, on a I égale 50 degrés. Ça veut dire que I', elle est égale à moins 50 degrés. C'est bon? Donc, on a déterminé la valeur de I'. Alors, il nous reste maintenant le calcul de R, l'angle de réfraction. Donc, pour R, qu'est-ce qu'on va appliquer? La deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction, oui. N1 sinus de I égale N2 sinus de R. Oui, c'est ça. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction, qui se traduit par l'expression mathématique suivante. N1 sinus de I égale N2 sinus de R. Ça veut dire que sinus de R, elle est égale à N1 sur N2 sinus de I. Et par conséquent, R égale l'arc sinus, le sinus moins 1, de N1 sur N2 fois sinus de I. Donc, vous faites l'application numérique. R égale, c'est le sinus moins 1 de, alors N1 c'est 1,33, N2 c'est 2,78, sinus de 50. Ça donne combien? C'est 21. R égale 21,5 degrés. C'est bon? Alors maintenant, suivons la trajectoire de notre rayon. Revenons le schéma. Alors, si on suit la trajectoire du rayon, il se dirige vers l'interface OR. Je m'excuse, diamant R. Donc, je vais essayer de voir le comportement ici. Donc, je vais tracer la normale. Voilà. Donc, l'angle d'incidence, c'est celui-là. On va le nommer R'. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Vu qu'on passe d'un milieu d'indice N2 vers un milieu d'indice N0, avec N2 supérieur à N0. Donc, à quoi on doit songer? Quel est le phénomène qu'on doit prendre en compte maintenant? Oui, le problème de la réflexion totale et qui se traduit par la nécessité du calcul de l'angle limite. Oui, monsieur Hamza, Ashab, on doit calculer l'angle limite. Alors, on va nommer ce point-là J, le point d'incidence. Le premier, on va le nommer I. Voilà. Alors, au point J, on va calculer, disons, l'angle limite pour voir est-ce que le rayon qui arrive au niveau du point J, est-ce qu'il va subir une réflexion partielle et une réfraction, ou là, est-ce qu'il va subir une réflexion totale? Donc, faisons le calcul de l'angle limite.
Alors, je vais prendre ici au point J, on a l'angle limite, je vais le noter IL, il est égal à quoi? C'est le sinus moins 1, l'arc sinus, du milieu le moins réfringent sur l'indice du milieu le plus réfringent. OK? Alors, le milieu le moins réfringent, c'est l'air, un indice égal à 1, sur l'indice le milieu le plus réfringent, le N2, le diamant. Donc, c'est sinus moins 1 de 1 sur 2,78. Ça donne combien? 2,42 à 78. Ah, 2,42, je m'excuse. On vous corriger. Je croyais que c'est 78. Donc 2,42. Ça donne combien? 21,4 ou la virgule 08? C'est 24,4. OK. 24,4. Alors maintenant, revenons au schéma et voyons quel est l'angle d'incidence au point J. Est-ce qu'il dépasse 24,4 ou là est-ce qu'il est inférieur à 24,4? Donc ce qu'on doit calculer, c'est la valeur de R'. On doit calculer la valeur de R'. Ça. Alors R', elle est égale à quoi? R', elle est égale. Si vous prenez cet angle, si je note cet angle alpha, alors R', elle est égale à quoi? Elle est égale à pi sur 2 moins alpha. Et j'ai dans le triangle, disons, je ne sais pas, je vais noter ce point-là A. Dans le triangle AIJ, j'ai la somme des angles égale 180. Ça veut dire que j'ai alpha plus pi sur 2 plus R plus 40 égale 180, ou là égale à pi. Et R, je la connais. La valeur de l'angle R, je l'ai déjà calculée. Donc, je peux déduire la valeur de alpha. Et par l'intermédiaire de cette valeur, je peux déduire la valeur de R'. Donc, R', elle est calculable. On peut le calculer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que dans le triangle AGI, dans le triangle dans AGI, on a alpha plus pi sur 2 plus R plus 40 égale, alors on va utiliser les mêmes termes pour ne pas les mêmes unités pour les angles. Donc je vais utiliser 90 ici, égale à 180. Ça veut dire que alpha, qui est égal à 90 moins R', elle est égale à 180 moins 40 moins R moins 90. Donc on aura ici moins R', elle est égale à moins 40 moins R, ce qui donne que R', elle est égale à 40
plus R. Et tout à l'heure, on a trouvé que R, c'est 21,5. Ça veut dire que R', elle est égale à 61,5 degrés. Et ça veut dire que R', elle est supérieure à... Alors, je vais noter cet angle limite. Je ne vais pas le noter IL, je vais le noter RL. Je vais le mettre ici RL. RL. Donc, R', elle est supérieure à RL. Et par conséquent, ce qu'on va voir au niveau du point J, c'est une réflexion totale. Donc, au point J, on aura une réflexion totale. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, revenons vers le schéma. Pour continuer la trajectoire, dit le rayon. Donc, j'aurai ici une réflexion totale. Le rayon va se réfléchir pour se diriger avec le même angle R', pour se diriger vers l'interface OR. Donc l'interface OR, cette fois-ci, ce sera cette interface-là. Voilà. On doit maintenant calculer le comportement de la lumière, le point K. Je vais noter ce point d'incidence K. Le point d'incidence K, c'est le point sur l'interface diamant O. Donc, quels sont les phénomènes qu'on doit prendre en compte au point K? Qu'est-ce qu'on aura au point K? Réflexion partielle et réfraction. Pourquoi réflexion partielle? N'oubliez pas que le diamant possède un indice optique supérieur à celui de l'eau. Et maintenant, on est en train de passer du diamant vers l'eau. Donc, on doit toujours calculer l'angle limite au niveau de cette interface. OK? Donc, on va d'abord calculer l'angle limite au point K. Maintenant, au point K. Oui, c'est ça. Alors, au point K, on a RL, elle est égale, cette fois-ci, à sinus moins 1 de l'indice optique du milieu le moins réfringent. Dans notre cas, c'est l'eau, ça veut dire que ça sera N1, divisé par l'indice optique du milieu le plus réfringent. Dans notre cas, c'est le diamant. Donc, c'est N2. Elle est égale à sinus moins 1 de 1,33 sur 2,42. Ça donne combien? « 33,33. OK? Donc ça, c'est l'angle limite. Alors maintenant, si pour avoir la réflexion totale au point K, l'angle d'incidence au point K doit être supérieur à cette valeur. S'il est inférieur à cette valeur, on n'aura pas de
réflexion totale, mais on aura seulement une réflexion partielle et une transmission. En revenant au niveau du schéma pour déterminer l'angle d'incidence au point K. L'angle d'incidence au point K, n'oubliez pas qu'on a ici, alors je vais agrandir un petit peu. Voilà. N'oubliez pas qu'on a ici, ça c'est l'angle R seconde de la réflexion totale. Ça veut dire que j'ai ici R seconde, et de ce côté-là, j'ai pi sur 2 moins R seconde. OK? Donc l'angle d'incidence au point K, je vais le noter IK, c'est tout simplement pi sur 2 moins R seconde, qui est égal à pi sur 2 moins R prime. OK? Donc si vous faites le calcul, vous aurez 28,5. Oui. Donc en faisant le calcul, on va trouver que l'angle d'incidence, IK, donc j'aurai ici IK égale 28,5 degrés. Ça veut dire que IK, il est inférieur à RL. Et par conséquent, on a la réflexion partielle et la réfraction. Donc revenons vers le schéma, on aura ceci. Voilà, j'aurai ici une réflexion partielle. Puisque c'est une réflexion partielle, je vais utiliser une couleur avec un trait moins épais. Voilà, ça c'est le rayon réfléchi. Et j'aurai aussi une réfraction. Alors maintenant, est-ce que je vais m'éloigner disons, on n'avait pas compris comment on a calculé IK. Vous avez compris comment on a calculé R', mademoiselle Abla? Le R'. Oui. Alors maintenant, au point J, on a dit qu'on a réflexion totale. Donc l'angle qui va qui va déterminer la direction de le rayon réfléchi, il sera égal à R'. Ça veut dire R seconde, elle est égale à R'. Vous avez compris ça? Alors maintenant, vous voyez bien que l'interface de l'air diamant, la normale au point K, sont parallèles entre eux. L'interface R diamant, OK. Alors maintenant, l'angle qui, de l'autre côté, ça veut dire entre le rayon incident et le point K, mais de l'autre côté, mais du côté de la normale, de l'autre côté, il est égal à R', puisque donc les deux droites sont parallèles. Alors, puisque c'est égal à R', l'angle d'incidence au point K, c'est tout simplement pi sur 2 moins R'. C'est clair? C'est bien. En revenant le rayon réfracté au point K, alors comment il va se comporter? Est-ce qu'il va se rapprocher de la normale
ou est-ce qu'il va s'éloigner de la normale? Il va s'éloigner de la normale parce qu'on passe d'un milieu euh, plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Donc le rayon réfracté prendra cette direction. Voilà, ça c'est le rayon réfracté. C'est bon? Alors, ce qu'il faut calculer maintenant, c'est tout simplement R3. Alors R3, elle est égale à quoi? Pour déterminer R3, on doit appliquer quoi? Qu'est-ce qu'on doit appliquer pour déterminer R3? La deuxième loi de Snell-Descartes, oui. Alors, pour le rayon réfléchi, on va le nommer, donc on a dit que c'est R, donc on va prendre le rayon réfléchi, l'angle. Bon, je vais faire l'angle du rayon réfléchi au point K. Je vais le noter R'K. Il est égal à IK en valeur absolue. Donc là, c'est avec un signe moins. Alors, on a dit que IK, c'est combien? C'est 28. Donc, ça sera moins 28 degrés, 5. Et pour l'angle réfracté, on applique la deuxième loi de Snell-Descartes. Donc, on aura N2 sinus de IK égale N1 sinus de RK. La R3, ça dépend ce que vous avez utilisé pour nommer l'angle de réfraction au niveau de le point K. Donc, on aura ici sinus de RK. Sinus de RK, c'est N2 sur N1 fois sinus de IK, ce qui implique que RK, c'est sinus moins 1 de N2 sur N1 sinus de IK. Voilà. Vous faites l'application numérique. Combien vous trouvez? C'est 60,25. Donc RK, c'est 60,25 degrés. Alors maintenant, la dernière question, de quelle face de la cuve le rayon lumineux va émerger? La question 3. Est-ce que vous m'avez entendu? De quelle face de la cuve le rayon lumineux va-t-il émerger? Diamant haut. Oui. Ça veut dire de la face qui se trouve à droite. Donc on a une face à gauche, une face en haut, une face en bas, une face à droite. Donc c'est à partir de la face qui se trouve à droite qui est délimitée par l'interface diamant haut. Ce qu'on a démontré ici, parce que même s'il y a un rayon réfléchi partiellement au point K, disons la quantité d'énergie transportée par ce rayon réfléchi, elle est très faible pour la considérer. Sinon, on ne doit pas dire que le rayon, disons, émerge seulement par l'interface diamant haut, qui se trouve à droite, mais on a aussi la possibilité de le comportement de le rayon réfléchi sur l'autre interface, l'interface, disons, l'interface oblique entre le diamant LR et LO,
Donc, le rayon réfléchi au point K va se diriger vers cette interface et il se peut qu'il émerge à travers cette interface. Alors, nous, on va considérer l'émergence au niveau du rayon qui transporte le plus d'énergie. Et le rayon qui transporte le plus d'énergie, c'est le rayon transmis au point K et non pas le rayon réfléchi au point K. C'est clair? C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions concernant cet exercice, on passe à l'exercice suivant. Pas de questions? Donc, exercice 7. Or, dans l'exercice 7, on considère une fibre optique à saut d'indice de longueur L et de diamètre égale 10 micromètres. L'indice du cœur de la fibre est NC égale 1,45 et l'indice de la gaine est NG égale 1,435. Première question, calculer en fonction de L les temps de propagation de deux rayons lumineux, l'un injecté parallèlement à l'axe de révolution de la fibre et l'autre selon l'angle d'injection maximal. Alors rappelons d'abord qu'est-ce qu'on veut dire par fibre optique. Alors fibre optique, c'est, disons, l'assemblage de deux cylindres concentriques fabriqués à partir de matériaux ayant des indices optiques légèrement différents. Donc le premier cylindre, il est formé par, disons, un matériau transparent à la lumière avec un indice, disons, toujours supérieur à celui utilisé. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Donc, à celui utilisé pour la fabrication de la gaine. Donc, les deux cylindres sont concentriques, sont fabriqués à partir de matériaux transparents pour la lumière, mais ils ont la particularité suivante. L'indice dit le cœur, dit le cylindre central, et est supérieur à l'indice dit le cylindre qui l'entoure, ok? Là, qui forme la gaine. Donc, si on projette les deux cylindres de leur côté latéral sur un plan, on va voir tout simplement deux rectangles, l'un imbriqué dans l'autre. Donc, si je veux schématiser la fibre optique, je peux la schématiser par, disons, deux rectangles. Voilà le premier rectangle. Ça, c'est le premier rectangle. Voilà. Et le deuxième rectangle, je vais le prendre à l'intérieur. De telle façon à ce que les deux rectangles possèdent le même axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est celui-là. En fait, c'est l'axe de symétrie d'IL, le cylindre, et non pas d'IL les rectangles. Les rectangles ici, c'est seulement disons, la projection du cylindre sur un plan parallèle à la surface latérale des deux cylindres. Donc là, j'ai NC et là, j'ai NG. Alors maintenant, la fibre possède une interface d'entrée qui sépare les deux cylindres concentriques du milieu extérieur. Alors cette interface d'entrée, elle est là. Je vais la mettre en vert. Ça, c'est l'interface d'entrée. Donc là, j'ai un indice optique, disons, égal à 1.
Alors la question, calculer en fonction de L. Alors supposons que la longueur de notre fibre, c'est L. Calculer en fonction de L les temps de propagation de deux rayons lumineux, l'un injecté parallèlement à l'axe optique. Alors, je vais le mettre avec un trait plus épais. Le premier, il est injecté parallèlement à l'axe optique. Ça, c'est le premier rayon. Et le deuxième, il est injecté avec l'angle maximal. Vous savez bien que la fibre optique possède ce qu'on appelle l'ouverture numérique. L'ouverture numérique, c'est l'angle maximal d'injection des rayons lumineux de l'extérieur de la fibre à l'intérieur de la fibre, de telle façon à contraindre ces rayons à rester à l'intérieur du cœur. Ça veut dire que le rayon que je vais injecter ici doit se propager à l'intérieur, ne doit pas passer à la gaine. Or, pour respecter ça, là, pour avoir ce type de comportement à l'intérieur du cœur de la fibre, quel phénomène je dois exploiter pour, disons, contraindre la lumière à rester à l'intérieur du cœur? Oui, c'est la réflexion totale au niveau de l'interface cœur-gaine. Donc, il suffit disons, de vérifier la condition de réflexion totale au niveau du point d'incidence I pour que la lumière reste confinée à l'intérieur du cœur, vu que si on réalise la réflexion totale ici, alors vu la symétrie de la fibre, on aura aussi la réflexion totale fade le point, 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 et ainsi de suite, jusqu'à la sortie de la fibre. Donc la seule condition pour contraindre la lumière à rester à l'intérieur de la fibre, c'est de réaliser la réflexion totale au niveau de l'interface cœur-gaine. Et pour réaliser cette réflexion totale, on doit s'assurer que l'angle d'injection ici, I, doit être inférieur à l'ouverture numérique de la fibre. L'ouverture numérique de la fibre, en disant, elle est égale au n, qui est égal à sinus de I max, l'angle maximal d'injection. Elle est en relation avec l'indice optique dial le cœur et l'indice optique dial la gaine. Donc, elle est égale à NC au carré. NC au carré moins NG au carré. Ça, c'est l'ouverture numérique de la fibre. Donc, pour pour contraindre la lumière à réaliser des réflexions totales au niveau des interfaces cœur-gaine, l'angle d'injection doit être inférieur à cette valeur. Ça veut dire à la valeur Imax. S'il est supérieur à cette valeur, alors dans ce cas-là, la lumière va être transmise dans la gaine et on n'aura plus la possibilité de confiner la lumière à l'intérieur du cœur et par conséquent, on ne peut pas utiliser la fibre pour transmettre l'information par voie optique parce qu'une grande partie de la lumière sera perdue dans la gaine. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, calculons l'angle d'injection maximal. Alors l'angle d'injection maximal, il est égal à quoi? On a dit il est égal, selon la formule qu'on a en haut, c'est I max, il est égal à sinus moins 1 de la racine de nc carré moins ng carré. Donc c'est sinus moins 1 de la racine de 1,45 au carré moins 1,43,5 au carré. Vous faites le calcul. 12 degrés.
Donc on trouve Imax égale 12 degrés. En principe, si on injecte la lumière avec un angle égal à 12 degrés, en principe, lorsque la lumière va arriver au niveau de le point A, comment elle va se comporter? Disons qu'on a fait une injection à 12 degrés, exactement. Le rayon lumineux qui arrive ici, comment il va se comporter? Est-ce qu'il va se réfléchir? Non, non, il ne va pas être transmis. On est à l'angle limite. On est à la limite. Un angle d'injection maximal ici, au niveau de LI, se traduit par l'angle d'incidence au point I, il est égal à l'angle limite. Non, il ne va pas se réfracter. L'angle de... disons, c'est une sorte de réfraction. Non, non, ce n'est pas une réflexion. C'est une sorte de réfraction, mais avec un angle maximal. Quel est l'angle maximal de réfraction, M. Ismail Ben Allah? L'angle de réfraction maximale, quelle est sa valeur? Il ne va pas raser le cœur, il va raser l'interface cœur-gain. Donc on aura un angle de réfraction égal à pi sur 2. Oui, mademoiselle Kautar. On aura un angle de réfraction égal à pi sur 2. Ça veut dire que le rayon lumineux va se propager parallèlement à l'interface cœur-gain. Nous, ce qu'on veut, c'est imposer au rayon lumineux de faire disons, des trajectoires en zigzag, ça veut dire des réflexions multiples, des réflexions totales multiples à l'intérieur de le cœur. Donc, on doit toujours injecter la lumière avec un angle qui s'approche de l'angle maximal. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, mademoiselle Zineb Idrissi? Vous pouvez prendre le micro pour vous expliquer. Voilà, pour poser votre question d'une manière plus claire. Mademoiselle Zineb. Ben, vous faites, mademoiselle, une injection à l'angle maximal. Lorsqu'on utilise l'angle maximal comme angle d'incidence au niveau, ou là comme angle d'injection, l'angle d'incidence au point I sera égal à IL. Et si l'angle d'incidence au point I il est égal à IL, l'angle de réfraction il est égal à pi sur 2. C'est ça la définition de l'angle limite. Lorsqu'on arrive sur l'interface séparant deux milieux en passant du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent, avec un angle d'incidence égal à l'angle limite, l'angle de réfraction sera égal à pi sur 2, prendra sa valeur maximale. Lorsqu'on dépasse l'angle limite, on n'aura plus de rayons réfractés, mais seulement des rayons réfléchis. OK. Donc, au lieu de prendre, disons, un angle d'injection égal exactement à l'angle à l'ouverture numérique de la fibre, on prend un angle un petit peu, disons, plus petit que la valeur de l'angle, que la valeur de l'ouverture numérique, pour imposer à la lumière de faire des réflexions totales multiples à l'intérieur du cœur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, l'angle d'injection maximal, on ne va pas le prendre. Ça veut dire on ne va pas prendre l'angle d'injection égal exactement
à l'ouverture numérique, mais elle va s'approcher de l'ouverture numérique pour imposer à la lumière de faire des réflexions totales à l'intérieur du cœur. Donc, on va travailler avec une valeur approchée. Disons que vous avez trouvé pour la valeur d'Yalong, c'est 12,0067. Nous, on va prendre 12 degrés. C'est clair? Comme ça, on est sûr que la lumière à l'intérieur du cœur va faire des réflexions totales. Ne va pas se propager parallèlement à l'interface cœur-gain, mais elle va faire des réflexions totales entre l'interface supérieure et l'interface inférieure. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, calculons le, le temps de propagation de ces deux rayons maximales, ou la extrême. Le premier rayon, on l'a injecté avec un angle I égale 0, puisqu'il est confondu avec l'axe optique de la fibre. Le deuxième rayon, on l'a injecté avec un angle qui s'approche de l'angle d'injection maximale. Okay? Donc c'est 12 degrés. Donc on s'approche de l'angle d'injection maximale. Alors, pour les deux, on va essayer de calculer le temps de propagation, sachant que la longueur de la fibre, elle est égale à L. Alors, d'une manière générale, quelle est l'expression de le temps de propagation? Pour I égale à 0. L'angle d'injection, 0. Ça veut dire le rayon lumineux, il se propage parallèlement à l'axe optique de la fibre. Alors, dans ce cas-là, le temps de propagation, il est égal à quoi, d'une manière générale? La définition, T est égal à quoi? Oui, c'est L sur V phi. C'est la longueur de la fibre divisée par la vitesse de phase. OK? Alors, la vitesse de phase, elle est égale à quoi? V phi, elle est égale à quoi? C'est C sur N. Alors, le N ici, c'est NC. C'est l'indice de le cœur. OK? Donc, on aura T égale L NC sur C. Donc, c'est NC, N indice C fois L sur C. Ça, c'est le temps de propagation. Il y a le rayon lumineux qui se propage parallèlement à l'axe optique. C'est bon? Alors, lorsque vous calculez, on ne peut pas faire le calcul pour la simple raison, on n'a pas la valeur de n, donc on va laisser l'expression comme ça. Donc ça, c'est pour t, donc je vais écrire t indice i égale à 0. Ça veut dire que c'est le temps de propagation de le rayon lumineux injecté avec l'angle d'injection nul, avec un angle d'injection nul. Donc il est égal à n indice c fois L sur c. Ça, c'est la première valeur. Alors maintenant, pour I égale Imax, tout en signalant qu'on s'approche de Imax. On n'utilise pas la vraie valeur de Imax, sinon on aura une propagation rasante à l'interface cœur-gain. Alors dans ce cas-là, T dièle I égale Imax. Il est égal à quoi?
Il est égal à quoi? Non, ce n'est pas L sur V. N'oubliez pas que lorsqu'on utilise l'injection maximale, disons le rayon lumineux il est en train de faire. Non, non, ce n'est pas la même longueur. Le rayon lumineux il est en train de faire une trajectoire en zigzag. Donc la longueur n'est plus L, la longueur elle est différente cette fois-ci. Oui ou non? Revenons vers le schéma. Or, lorsque le rayon lumineux était injecté parallèlement à l'axe optique, la distance parcourue, elle correspond exactement à L. Voilà, ici c'est bon, c'est L. Mais maintenant, la distance parcourue lorsqu'on utilise l'angle d'injection maximale, c'est celle-là. Donc, c'est une autre distance. OK? Alors, nommons cette distance-là, on va la nommer D. Donc, j'aurai, au niveau de l'expression, c'est D sur V phi. Avec V phi, c'est toujours C sur NC. Ça veut dire que j'aurai toujours l'expression suivante. NCD sur C. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver le lien entre D et L. Quelle est la relation entre ces deux grandeurs? Alors, pour déterminer cette relation, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici la fibre. Voilà. Je vais retracer ici seulement l'axe de la fibre. Ça, c'est l'axe de la fibre. Elle correspond à la distance L. Et là, j'ai un rayon lumineux qui est en train de faire des réflexions des deux côtés. Jusqu'à ce qu'il sorte de la fibre. OK? Alors, ça veut dire que je peux toujours m'arranger pour décomposer la distance D en des petits segments que je vais nommer DI. Jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la sortie. OK? Donc là, j'ai D1. Là, j'ai D2, D3, et ainsi de suite. C'est bon? Alors maintenant, de la même manière, je peux décomposer la longueur de la fibre L en de petits segments. Là, j'aurai L1. Là, j'aurai L2, L3, et ainsi de suite. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de trouver le lien entre L1 et D1, sachant que la longueur tout entière, c'est la somme sur les I dièle les LI. Et la longueur tout entière dièle D, c'est la somme sur les I dièle DI. Donc, il suffit de calculer le LI en fonction de DI et faire la somme pour trouver la relation entre L et D. Alors maintenant, revenons le schéma. Quel est cet angle? C'est quoi cet angle? C'est I. Pourquoi c'est I? N'oubliez pas qu'on a ici l'interface. Là, on a l'interface R cœur. Non, ce n'est pas Imax. C'est l'angle de la première émergence. Oui, c'est l'angle de la première réfraction entre l'interface de séparation, ou l'interface qui sépare le milieu d'injection
du cœur de la fibre et le cœur de la fibre. Donc ça, c'est R. N'oubliez pas que la normale, vous l'avez ici. La normale, elle est confondue avec l'axe optique de la fibre. Alors, ce qui m'intéresse, moi, avant de déterminer l'expression d'L R en fonction d'Li, en fonction de l'angle d'injection, ce qui m'intéresse, moi, c'est de déterminer la relation entre L1 et D1. Alors, si on suit cette succession de réflexions, on va remarquer que l'angle R se répète. J'ai ici l'angle R, c'est le même angle, c'est le même angle, là aussi. Alors, R ici, c'est la même chose. Donc, R, je l'ai là, il est là, il est là, et ainsi de suite. Donc, pour tous les segments, l'angle que fait le rayon réfléchi avec l'axe optique, elle est toujours constante. C'est le même angle, R. Donc, on a, oui, mademoiselle Zineb, on a LI sur DI, elle est égale à cosinus de R, qui est constant. Alors maintenant, je peux exprimer DI en fonction de LI et cosinus de R. DI, elle est égale à LI sur le cosinus de R. C'est clair? Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre la somme. Donc, si je prends la somme d'L et DI, ça sera égal à D, qui sera égal aussi à 1 sur le cosinus de R, puisque le cosinus de R ne dépend pas de I. 1 sur le cosinus de R, d'L la somme d'L, les LI, qui est égale à L sur cosinus de R. Donc, la distance parcourue par le rayon lumineux par zigzag, ou là par réflexion totale multiple à l'intérieur de le cœur, elle est égale à D, qui est égal à L sur le cosinus de R. Maintenant, on peut remplacer dans l'expression qu'on a développée tout à l'heure pour la valeur d'L, le temps de propagation, en utilisant l'angle d'injection maximale. Donc, le temps de propagation avec I égale cette fois-ci I max, elle est égale à NC fois L sur C fois 1 sur le cosinus de R. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de remplacer le 1 sur le cosinus de R par une expression pour laquelle on connaît la valeur exacte. Alors, le rayon de réfraction ici, il correspond à quoi? Il correspond à l'angle d'injection maximale. Ça veut dire que j'ai ici le cosinus de R, je peux le remplacer par NC fois L sur C fois 1 sur la racine de 1 moins sinus carré de R. Et sinus carré de R, je peux la remplacer par quoi? En exploitant la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction au niveau de l'interface qui sépare le milieu extérieur du cœur de la gaine. Donc, il est égal à quoi? On a N, c'est pas N, c'est 1, puisque le milieu extérieur, c'est l'air. Donc, on a sinus de I max. Il est égal, n'oublions pas ça, c'est l'ouverture numérique. Il est égal à NC au carré moins NG au carré, la racine, qui est égal aussi à NC fois sinus de R. Ça veut dire que si je prends le carré de ça, sinus carré d'L I max, divisé par NC au carré, il est égal à sinus carré de R. Et ça, je peux le remplacer par l'expression suivante. Je peux remplacer sinus carré par son expression, ça sera NC carré moins NG carré sur NC carré égale sinus carré de R. Donc, sinus carré de R, c'est 1 moins NG carré sur NC carré. Alors, maintenant, je porte le tout dans mon expression, ce qui va me donner T d'L I
égale Imax, elle est égale à 1C fois L sur C fois 1 sur 1, le tout en racine, 1 moins 1 plus G au carré à la 1C au carré. Ce qui donne, il est égal à 1C sur L fois L sur C multiplié par 1C sur NG. Donc on aura en fin de compte 1C carré L sur C fois 1 sur NG. Ça, c'est le temps mis par la lumière lorsqu'elle est injectée avec l'angle d'injection maximal à l'intérieur du cœur de la fibre. Donc voilà, c'est ça l'expression. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça peut aller. Ma question, disons, elle s'attend à deux types de réponses. Soit c'est clair, soit c'est pas clair. Les réponses qui se situent dans des zones grises, je les aime pas. C'est bon? Ok, monsieur Samuel. Alors maintenant, la deuxième question. On nous demande de déduire la bande passante de la fibre par unité de longueur. Est-ce que vous avez une idée sur la notion de bande passante d'une fibre? On veut dire quoi par une bande passante? D'abord, à quoi sert principalement une fibre optique? Quelle est disons, son exploitation principale? Non, ce n'est pas question de longueur, puisqu'on vous dit que on doit calculer la bande passante par unité de longueur. Donc, c'est une notion qui n'a pas un lien avec la longueur de la fibre. Oui, la fibre, c'est un support de transmission de données, pas nécessairement numérique. Même les données analogiques, on peut les transmettre par l'intermédiaire de la fibre. Mais elle est utilisée principalement pour transmettre les données numériques. Oui, l'éclairage et la transmission des données. Or, lorsqu'on veut transmettre les données, surtout les données numériques, vous savez bien que c'est une suite de 1 et de 0. Okay? C'est une séquence très longue de 1 et de 0 qui représente l'information à transmettre. C'est bon? Alors, cette suite de 0 et de 1, on la modélise au niveau de la lumière par la présence ou l'absence de la lumière. Ça veut dire qu'on est en train d'envoyer des impulsions lumineuses. OK? Oui, mademoiselle Lina, la bande passante permet de mesurer la capacité de transport de données d'une fibre optique. Alors maintenant, comment on mesure cette capacité? Puisque les données sont envoyées par l'intermédiaire d'impulsions lumineuses. J'envoie une impulsion, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Et chaque impulsion, elle prend une forme qui représente
disons, un élément des éléments utilisés pour transmettre l'information. Alors, si les éléments utilisés sont les éléments binaires, donc je dois avoir deux types d'impulsions. Une impulsion qui représente le 1 et une impulsion qui représente le 0. C'est bon? Et ces deux impulsions doivent être séparées entre elles au niveau de la sortie pour que je puisse les décoder. Donc, au niveau de l'entrée, j'injecte les impulsions d'une manière séquentielle. Ça veut dire une impulsion après l'autre, une impulsion après l'autre. Et au niveau de la sortie, je dois recevoir les impulsions lumineuses avec le même ordre et séparer entre elles le temps. On est d'accord maintenant sur ce principe. Sinon, on ne peut pas recouvrir l'information qu'on a injectée au début de la fibre. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant? C'est bon. Alors maintenant, puisque lorsqu'on injecte la lumière, on a disons, un intervalle d'angle d'injection permise pour la fibre optique. Mais on ne peut pas s'assurer d'une manière précise de l'angle d'injection utilisé pour injecter les différentes impulsions. Ça veut dire certaines impulsions, je vais les injecter avec un angle presque, disons, égal à 0. Donc, ils vont se propager le long de l'axe de la fibre optique. D'autres, ils vont être injectés avec un angle, disons, se trouvant le milieu de l'intervalle 0 Imax. D'autres seront injectés avec un angle d'injection maximal. L'angle d'injection, c'est un paramètre que je ne contrôle pas d'une manière déterministe. C'est un paramètre, disons, un petit peu aléatoire. Mais le seul contrôle que j'ai, c'est que toutes les impulsions injectées à l'intérieur de la fibre possèdent un angle d'injection compris entre 0 et Imax. Aucune injection ne dépasse Imax et donc toujours je suis à l'intérieur de l'intervalle. Alors maintenant, les impulsions qui vont se propager. Supposons que j'ai injecté deux impulsions. L'une avec un angle d'injection égal à 0, l'autre avec un angle d'injection maximal. Alors, quel est le temps minimal qui doit séparer les deux injections pour qu'elles ne se recouvrent pas au niveau de la sortie, pour qu'elles ne se chevauchent pas au niveau de la sortie? La différence entre les deux temps, oui, c'est le temps de propagation de l'impulsion avec un angle d'injection maximal, moins le temps de propagation avec un temps d'injection minimal. Donc ça, c'est le delta T minimal que je dois respecter pour que les impulsions ne se chevauchent pas au niveau de la sortie et pour que je puisse recouvrir mon message que j'ai envoyé pour l'entrée de la fibre ou là que j'ai injecté pour l'entrée de la fibre. Alors l'inverse de delta T forme ce qu'on appelle la bande passante. Est-ce que vous avez compris maintenant la notion de la bande passante? Et l'inverse de ce delta T, il représente aussi le nombre de, si la brique de base de l'information que j'injecte à l'intérieur de la fibre ou le bit, donc il va refléter le nombre de bits que je peux injecter à l'intérieur de la fibre par seconde et par unité de longueur. Est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, on nous demande de calculer
cette bande passante. Alors, comment on va faire? La première étape, c'est de calculer la différence des temps de propagation entre l'impulsion injectée parallèlement à l'axe optique et l'impulsion injectée avec un angle d'injection maximal. Ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, on va calculer le delta T. Pour delta T, on a dit que c'est T dièle I égale I max moins T dièle I égale 0. Donc, ça sera NC L sur C fois NC sur NG moins 1. C'est ça? Or, nous, on cherche la bande passante par unité de longueur. Or, puisque c'est une bande passante calculée par unité de longueur, or, je vais normaliser le delta T par L. Donc, delta T, je vais le normaliser par la longueur, puisque je ne connais pas ici la longueur de la fibre. Donc, je vais prendre, disons, une longueur normalisée, un temps normalisé par la longueur de la fibre. Donc, je divise delta T par L et j'aurai, cette fois-ci, NC sur C fois NC sur NG moins 1. Donc là, ça sera en secondes par kilomètre. Ça, c'est l'unité d'IL, le delta T. Alors maintenant, la bande passante, c'est l'inverse de ça. Vous m'excusez un petit moment, s'il vous plaît. Alors, de retour. Alors maintenant, on va essayer de calculer la bande passante. On va la nommer BW. Donc la bande passante, ça sera BW. Donc je vais prendre BW. Voilà. C'est l'inverse de ça. Donc ça sera delta T sur L, puissance moins 1. Donc ça sera, dans notre cas, ça sera 1 sur NC sur C, NC sur NG moins 1. Et cette fois-ci, ça sera en bits. Voilà, ça sera tout simplement en hertz. Hertz fois kilomètre. Voilà. Ça, c'est la bande passante. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver combien? Donc, on remplace par des valeurs numériques. Ça sera ici 1,45 sur 3 10 à la puissance 8
fois 1,45 sur NG. Alors, NG, c'est 1,435 moins 1. Vous faites l'application numérique, s'il vous plaît. Combien vous trouvez? Ça donne combien? 1,97 10 à la puissance 10. Vous êtes sûr? Oui, c'est 19,8 gigahertz par kilomètre. Donc ça, c'est la bande passante de cette fibre. 19,8 gigahertz, c'est 19,8 gigabits par seconde. C'est ça la bande passante de cette fibre. Ça veut dire que je peux envoyer, à chaque seconde, je peux envoyer 19,86 milliards de bits dans chaque seconde, dans ce type de fibre. C'est clair maintenant? Alors, vous voyez bien maintenant le rapport entre la quantité d'informations que je peux envoyer dans une fibre optique et la différence ou le contraste d'indice optique entre le cœur et la gaine. Si on veut encore améliorer la bande passante, il suffit de prendre des valeurs de NCNG très très légèrement différentes. Ça veut dire, au lieu d'avoir une différence, je pense ici, c'est une différence de, on est dans 0,05, si je ne me trompe pas. 0,015 0,05 ou 0,015 si on prend la différence des deux. C'est 0,015. Or, si on descend au niveau d'IL, par exemple 0,01 ou là, 1 10 à la puissance moins 3, on va améliorer la bande passante via la fibre. Et par conséquent, on va améliorer la quantité d'informations qu'on peut véhiculer à l'intérieur de la fibre. Donc ça, c'est une étude purement, disons, en se basant seulement sur le concept de l'optique géométrique pour évaluer ou là pour prédire la bande passante de la fibre. Et ça reste une bande passante théorique. Cette bande passante sera limitée par d'autres problèmes, par d'autres phénomènes qui se manifestent à l'intérieur de la fibre et qui ont pour tendance de réduire la bande passante. Donc ça, c'est une bande théorique, ce n'est pas une bande réelle. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 8. Alors, dans l'exercice 8, disons, c'est un exercice dans lequel on va faire le complément de le cours. Le cours, on a, disons, exposé ou l'a présenté seulement les 4 formules déterminant disons, contrôlant le comportement optique d'IL, le prisme. Or, maintenant, on va voir comment la déviation du prisme, comment elle varie selon les paramètres géométriques et optique le prisme. Alors, les paramètres, je m'excuse, c'est pas seulement les paramètres géométriques ou optiques, ce sont les paramètres géométriques, optiques et expérimentales le prisme. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par paramètres géométriques? On fait allusion principalement à l'angle au sommet. Comment dépend la déviation totale D
Voilà comment on varie la déviation totale D en fonction de A, l'angle au sommet. La deuxième chose qui est une propriété optique, comment on varie la déviation totale en fonction du matériau utilisé pour former le prisme, ça veut dire l'indice optique. Et la troisième chose, il est relié à l'expérimentation, comment on varie D en fonction de l'angle d'incidence. L'angle qu'on pointe, le rayon lumineux qu'on pointe sur l'entrée, la face d'entrée de le prisme, on le pointe avec quel angle? Donc ça, c'est une propriété liée à l'opérateur qui utilise le prisme. C'est une propriété expérimentale, ce n'est pas une propriété intrinsèque au prisme. Et ce qu'on va faire, c'est d'essayer de voir comment on varie D suivant la variation de I. Est-ce qu'il y a une variation entre, est-ce qu'il y a un lien entre les deux grandeurs? Est-ce que D varie en fonction de I ou pas? Donc, c'est ça ce qu'on va chercher d'établir dans cet exercice, la dépendance de la déviation totale en fonction de A, en fonction de N et en fonction de I. Alors, pour ce faire, je vais vous rappeler les 4 formules le prisme. Alors, les 4 formules le prisme sont les suivantes. On a d'abord le comportement de la lumière au niveau de l'interface d'entrée. Donc, j'applique la loi de Snell-Descartes. J'ai sinus. On va supposer que le prisme qu'on va étudier, il est noyé dans l'air. Ça veut dire l'environnement qui est autour de le prisme, c'est l'air. Donc, il a un indice optique égal à 1. Donc, j'aurai ici sinus de I. Il est égal à quoi? Il est égal à l'indice optique de le prisme, N, fois le sinus de le premier angle de réfraction. Donc ça, c'est au niveau de l'interface d'entrée. Au niveau de l'interface de sortie, j'aurai N, toujours, mais cette fois-ci, l'angle d'incidence sur l'interface de sortie, qu'on a nommé R', il est égal à sinus de I', l'angle d'émergence. Voilà. Et on va supposer aussi que l'angle I utilisé ici, il respecte la condition d'existence du rayon émergent. Donc I, il prend une valeur supérieure à I0, l'angle minimal au-dessus duquel le I' n'existe pas. Ça, ce sont l'application des 2 lois de Snell-Descartes pour la réfraction au niveau de l'interface d'entrée et l'interface de sortie. Alors, on va ajouter à ces 2 lois une loi géométrique. En fait, ce n'est pas une loi géométrique, mais une loi qui relie la géométrie du prisme à ses propriétés optiques. Alors, cette loi, il nous dit que on a l'angle au sommet A, il est égal au premier rayon, au premier angle de réfraction, plus le deuxième angle de réfraction. A égale R plus R'. Et la dernière loi, c'est celle qui permet d'avoir l'expression de D. Donc, D, la déviation totale, elle est égale à D1, je m'excuse, ce n'est pas D1, elle est égale à I, l'angle d'incidence, plus l'angle d'émergence, moins A, l'angle au sommet. Donc, ce sont les 4 formules le prisme. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est d'essayer de voir, la première question, essayer de voir comment varie D en fonction de A, l'angle au sommet. Alors, pour ce faire, on va créer une petite variation infinitésimale de D. Donc, c'est une sorte de dérivation, mais pas au sens propre de la dérivation, mais au sens mathématique. La dérivation ici, c'est une petite variation qu'on va créer au niveau de D. Donc, une petite variation de D, elle va induire une petite variation de I, plus une petite variation de I', moins une petite variation de A. OK? Et ce que je vais faire, c'est d'essayer de trouver D égale D sur DA, elle est égale à D de I sur DA, plus D de I' sur DA, moins 1. Donc, en analysant le comportement de la variation de D en fonction de A,
je vais déterminer comment varie la déviation totale en fonction de l'angle au sommet. Ça veut dire, si j'augmente l'angle au sommet, est-ce que la déviation va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Et vice-versa, si je diminue l'angle au sommet, quel sera l'impact sur la déviation totale? C'est ça l'étude d'IL, la variation de D en fonction de A. C'est chose qu'on cherche à dégager. Alors maintenant, la première question qui se pose, est-ce qu'il y a une relation entre l'angle d'incidence et la variation de l'angle au sommet? Pourquoi oui, monsieur Samuel? N'oubliez pas que l'angle d'incidence, c'est une donnée expérimentale. OK? Donc, je peux utiliser le même angle d'incidence pour différents prismes. L'angle d'incidence, il est indépendant du choix de le prisme. Je peux prendre, par exemple, 10 prismes avec 10 valeurs de A, et tout en utilisant le même angle d'incidence. Donc, l'angle d'incidence ne dépend pas du choix de A. Même si A varie, l'angle d'incidence va rester le même. Il ne va pas changer. Oui ou non, monsieur Samuel? Supposons que vous avez entre vos mains un prisme pour lequel vous pouvez changer l'angle au sommet. Vous me suivez, monsieur Samuel? Alors maintenant, je pointe un rayon lumineux vers la face d'entrée de mon prisme, tout en s'assurant que l'angle d'incidence reste constant. Mais en changeant l'angle au sommet, est-ce que en changeant l'angle au sommet, je change l'angle d'incidence? Est-ce que l'angle d'incidence va changer? Eh bien, sinon, donc il n'y a pas une relation entre I et A. I ne dépend pas de A. Oui ou non? C'est clair maintenant? Donc on peut dire que la première expression, elle est nulle. D de I sur dA, elle est égale à 0, puisqu'il n'y a pas de dépendance entre l'angle d'incidence, qui est une donnée expérimentale, et la variation de l'angle au sommet, qui est quelque chose lié au prisme utilisé. C'est bon? Donc il n'y a pas une relation entre les deux. Donc ce qui reste, c'est seulement D de I' sur dA moins 1. Donc ce qu'on doit évaluer, c'est cette expression. D de I' sur dA. Alors, pour déterminer D de I' sur dA, je vais revenir vers les relations de Snell-Descartes appliquées à l'interface d'entrée et de sortie. Alors, je vais faire aussi des variations infinitésimales au niveau de les deux interfaces, au niveau de les deux lois. Donc, la première loi, j'ai sinus de I égale n sinus de R. Alors, si on crée une variation infinitésimale de l'angle I, on aura d de I cosinus de I égale d de n sinus de R plus n d de R cosinus de R. C'est bon? Alors, si vous divisez maintenant par dA, vous aurez d de I sur dA cosinus de I égale d de n sur dA sinus de R plus n d de R sur dA cosinus de R. On a vu tout à l'heure même si monsieur Samuel vous changez la normale, vous pouvez toujours disons, changer l'orientation de l'angle d'incidence tout en gardant A constant. Lorsque vous changez l'orientation, l'expérimental change la direction de le rayon incident sur l'interface d'entrée pour rétablir la valeur de départ. Est-ce que l'angle au sommet va suivre ce changement?
Monsieur Samuel. Ok, c'est bon. Donc, revenons au développement. Donc, on a vu que D de I sur DA, il est nul. Donc, tout ce terme va s'annuler. C'est 0. Et la même chose, la même remarque qu'on a fait sur la dépendance entre I et A s'applique aussi à la dépendance entre N et A. N, c'est le matériau. Donc, le fait de changer la géométrie n'affecte en rien l'indice optique lié le matériau. L'indice optique il est indépendant de A. Donc, on peut dire que ce deuxième terme aussi, le premier terme après l'égalité se trouve, là, le premier terme à droite de l'égalité, il s'annule aussi. Donc, on se retrouve avec N dr sur dA, cosinus de R égale à 0. C'est bon? Ça veut dire que dr sur dA, il est égal à 0. Voilà. Alors, la deuxième loi de Snell-Descartes, on a n sinus de R' égale sinus de I'. Alors, faisons une variation infinitésimale, il y a les grandeurs. Donc, j'aurai ici dn sinus de R' plus n dr' cosinus de R' égale di' cosinus de I'. En divisant par A, j'aurai ici dn sur dA, sinus de R', plus n dr' sur dA, cosinus de R', égale di' sur dA, cosinus de I'. Alors, comme tout à l'heure, on a vu que n ne dépend pas de A, donc ce terme s'annule. Donc, j'aurai d de I' sur dA égale n dr' sur dA cosinus de R' sur le cosinus de I'. Oui, même si vous avez une relation entre R et A, dr sur dA égale à 0. Ça veut dire que toute la dépendance va être du côté de R' et non pas du côté de R. Mademoiselle Zineb, on est en train de suivre, disons, les aboutissements des relations mathématiques. Alors, si on n'a pas commis une erreur au niveau de développement disons, des équations mathématiques, alors le résultat qu'on trouve, il est tout à fait correct. OK? Est-ce que c'est OK, mademoiselle Zineb? Zineb Idrissi. OK. Donc, revenons vers l'équation. Alors là, la dernière équation, c'est l'équation qui met en lien A à R et R'. Donc, on a vu que A, elle est égale R plus R'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de A sur D de A, voilà, tout simplement, je vais faire une variation infinitésimale. Donc, on aura ici D de A, elle est égale à D de R plus D de R'. Ce qui donne D de R sur dA et, plus D de R' sur dA, il est égal à 1. Et on a vu que, tout à l'heure, on a vu que D de R sur dA, elle est égale à 0. Ça veut dire que D de R' sur dA, il est égal à 1. Donc, je peux remplacer ici, je peux remplacer dans cette expression pour retrouver la valeur suivante. D de I', D de I' sur dA, elle est égale à n cosinus de R', cosinus de R' sur le cosinus de I'.
Alors maintenant, la relation finale, ça sera la variation de D en fonction de A, D de D sur DA, elle est égale à D de I' sur DA moins 1, qui est égal à N cosinus de R', elle a le cosinus de I' moins 1. Donc ça, c'est la relation finale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On sait que R' se trouve aux côtés du milieu le plus réfringent. Ça veut dire qu'elle est à l'intérieur d'elle, elle est à l'intérieur du prisme d'indice optique N. Et le I' se trouve à l'extérieur, au niveau d'elle, l'air. Ça veut dire qu'on est en train de passer d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. En d'autres termes, R', elle est toujours inférieure à I'. L'angle d'émergence est plus grand que l'angle d'incidence, toujours, puisqu'on passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Et par conséquent, le cosinus de R', il est supérieur au cosinus de I'. Ce qui veut dire que le cosinus de R', il est le cosinus de R' sur le cosinus de I', il est supérieur à 1, et par conséquent, D D sur D de A, elle est supérieure à 0. Ça veut dire que D augmente avec A. Pour avoir des déviations de plus en plus grandes, il faut utiliser des prismes avec des angles au sommet de plus en plus grands. Est-ce que c'est clair? Pour la première question. Alors la deuxième question, la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu de chercher la déviation en fonction de A, on va chercher la déviation en fonction de N. Donc 2, c'est D en fonction de N. En rappelant toujours que D, c'est I plus I' moins A. Et une petite variation via les grandeurs mises en jeu sur le calcul de D va nous donner D D, c'est D de I plus D de I' moins D de A. On va diviser par N. D de D sur D de N, elle est égale à D de I sur D de N plus D de I' sur D de N moins D de A sur D de N. Alors maintenant, selon ce qu'on a exposé tout à l'heure, voilà ce qu'on a développé tout à l'heure, quels sont les termes qui vont s'annuler dans cette expression? Oui, D de A sur Dn, elle est nulle parce qu'il n'y a pas de dépendance entre A et N. Quoi d'autre? Et D de I et D de N. L'angle d'incidence ne dépend pas du matériau de le prisme. Donc, elle va s'annuler aussi. Donc, ce qu'on va retrouver, ce terme va s'annuler, ce terme va s'annuler. Donc, on aura D de D sur D de N égale D de I' sur D de N. Donc, il suffit d'évaluer ça pour trouver la dépendance de D en fonction de l'indice optique. Donc, revenons vers la relation de Snell-Descartes de tout à l'heure. On a vu que... Où est-elle? Voilà, cette relation. Donc, on a vu que D de N sinus de R' plus N de R' cosinus de R' égale D de I' fois le cosinus de I'. Donc, on va exploiter cette relation. Donc, j'aurai ici D de I' fois le cosinus de I'. Il est égal à D de N sinus de R' plus N dr' cosinus de
R'. Voilà. Bon, maintenant, divisons par n, on aura d de i' sur d de n, cosinus de i', voilà, égale sinus de R', d de n sur d de n, c'est 1, plus n, d de R' sur dn, cosinus de R'. Alors, ce qu'il faut chercher ici, c'est d de R' sur dn. C'est ça ce qu'on ne connaît pas. Or, on va revenir à la relation A égale R plus R'. Donc, cette relation nous permet d'avoir d de A égale d de R plus d de R'. Et on sait que d de A sur d de n, elle est nulle. Ça veut dire que d de R' sur d de n, elle est égale à moins d de R sur d de n. OK? La première loi de Snell-Descartes appliquée au niveau de l'interface d'entrée nous permet aussi de trouver une expression qui va nous aider dans le développement de l'expression finale, de la déviation de d en fonction de n. Donc, on va revenir vers cette relation. On a vu que, disons, d de i, cosinus de i, elle est égale à d de n, sinus de r, plus n, d de r, cosinus de r. Or, si on divise par n, on aura d de i sur d de n, cosinus de i, égale sinus de r, plus n d de r sur d de n, cosinus de r. Bon, maintenant, ce terme, on a dit qu'il est nul, donc ça sera égal à 0, puisque l'angle d'incidence ne dépend pas de l'indice optique. Donc, on obtient d de r sur dn, il est égal à moins 1 sur n, sinus de r sur le cosinus de r. Voilà. Et on a vu que, à partir de ça, de cette relation, on va déduire l'expression dr' sur dn. Donc, en utilisant celle-là. Donc, j'aurai dr' sur dn, ça sera 1 sur n sinus de r sur le cosinus de r. En revenant maintenant vers cette expression. Oui, celle-là. Cette expression-là. Donc, on a trouvé l'expression dr' sur dn. Donc, on peut calculer d' i' sur dn. Donc, d' sur dn, ça sera d de i' sur dn d de i' sur dn, elle est égale à sinus de r' sur le cosinus i'. Donc, ça sera sinus de r' sur le cosinus de i'. Quoi d'autre? Plus n dr' sur dn, cosinus r' sur cosinus i'. Donc, j'aurai ici n dr' sur dn, n plus n dr' sur dn, cosinus de r' sur le cosinus de i'. Voilà. En remplaçant dr' sur dn par son expression, donc j'aurai égal sinus de r' sur le cosinus de i', plus n sur n, c'est 1. Je remplace dr' sur dn par
sinus de R à cosinus de R. Donc, j'aurai ici sinus de R cosinus de R' sur le cosinus de R cosinus de I'. Alors, maintenant, pour unifier disons, transformer cette expression, je multiplie ici par le cosinus de R et je divise par le cosinus de R au niveau de le premier terme. Donc, j'aurai ici sinus de R' cosinus de R plus sinus de R cosinus de R' à la cosinus de R cosinus de I'. Ça va donner sinus de R plus R'. La cosinus de R, cosinus de I', qui est égal à sinus de A sur cosinus de R, cosinus de I', qui est supérieur à 0. Donc, D sur D par rapport à la variation de D par rapport à N, elle est positive. Ça veut dire que D augmente lorsque on utilise des matériaux qui ont des indices optiques de plus en plus grands. Voilà la deuxième relation. Voilà la deuxième dépendance. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une manipulation via les équations pour y arriver à, disons, la valeur, à la dépendance de D en fonction de N. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire pour la troisième, je vais vous demander de la réaliser en termes en termes de devoir. Donc, vous allez essayer de me donner la dépendance de D en fonction de I. Vous allez me démontrer ça. En plus, vous allez me résoudre l'exercice 10 en termes de devoir. L'exercice 9, vous le laissez à côté. On va le corriger la séance prochaine de LTD. En plus de la deuxième série. Donc, on va commencer par l'exercice 9 et passer à la deuxième série. Pour la troisième question de l'exercice 8 et l'exercice 10, vous allez la faire comme étant un devoir. Vous me l'envoyez sur la plateforme. Alors aujourd'hui, c'est le jeudi. Donc, disons, je vais vous donner jusqu'à dimanche prochain à minuit comme dernier délai pour m'envoyer le devoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'exercice 3, la question 3, il y a l'exercice 8 et l'exercice 10. C'est clair? Alors, pour qu'on soit clair sur la date, ça sera... oui, le 26 à minuit. C'est le dernier délai. Vous la postez directement sur la plateforme. OK? Disons, le document doit porter votre nom complet, les noms et prénoms, pour que je fasse la distinction entre les différentes copies que vous allez m'envoyer. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Yallah, on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Pour l'enregistrement de cette séance de TD, l'un ou l'une de vos collègues, elle est en train de l'enregistrer. Donc, c'est à elle de la mettre disons, de la partager avec vous. C'est bon? Vous pouvez faire les formats qui vous semblent. Ça veut dire que je n'ai pas un format bien spécifique. Vous pouvez choisir le format que vous voulez. Vous pouvez même faire la rédaction sur une feuille blanche et puis vous prenez des photos et vous me l'envoyez, disons, dans un répertoire compressé. Donc, ça ne me pose pas de problème. L'idée, c'est de réaliser le devoir, quel que soit le moyen utilisé.
Oui, sur. Non, non, c'est pas sur e-learning. Ok, vous pouvez faire les deux. Sur e-learning et sur Google Classroom. Les deux. Non, non, pas par email. Vous ne me le voyez pas sur l'email, s'il vous plaît. Soit par e-learning, soit par. C'est pas soit, les deux. Vous le postez pour ceux qui ont l'accès, la plateforme Google Classroom, ils le postent Google Classroom. Pour ceux qui ont l'accès e-learning, ils le postent e-learning. C'est clair? Et alors, on se voit la séance prochaine, Inch'Allah, la semaine prochaine à 14h30, comme aujourd'hui. C'est bon? Donc, je vais vous envoyer la deuxième série. Je vais vous envoyer la deuxième série. Et on commencera par l'exercice 9, puis on passe à la deuxième série. Et alors, au revoir tout le monde.